Bonjour tout le monde et bienvenue sur Greg's Whisky Guide, ma chaîne YouTube. Voici le numéro 2 de Qu'est-ce que le whisky avec l'exemple écossais, où je vais essayer d'expliquer brièvement au public français quelques bases sur les différents types de whisky, les régions écossaises et les styles de manière résumée. Voilà, puisque j'ai tourné une vidéo en fait sur ce sujet avec les 3 parties, mais la vidéo a été beaucoup trop longue et beaucoup trop détaillée. Donc en fait je la refais en 2 parties. Donc une partie plus généraliste et plus globale, même si je vais donner des exemples, et une partie un peu plus détaillée, mais uniquement focalisée sur les profils aromatiques, les saveurs du whisky par région, à partir de quelques exemples de distillerie. Euh, voilà. J'ai déplacé une question intéressante sur la notion de terroir dans cette partie-là, puisqu'elle sera coupée, la vidéo, donc nouvelle vidéo coupée en deux. Voilà, je m'excuse par avance du bruit de fond qui là, c'est le ventilateur parce que sinon c'est insupportable. Voilà, je suis sous les toits, là j'ai 28. Donc pour la même raison aussi, je ne vais pas déguster le whisky, mais je vais vous en parler. Voilà, donc la dernière fois, j'ai été un peu vite sur les différentes catégories de whisky. Donc je vais m'y attarder plus en détail. Donc première catégorie, blended whisky. Qu'est-ce qu'un blended whisky? Prenons l'exemple écossais. Grosso modo, ce sont des marques que vous allez trouver un peu partout, en grande surface. Évidemment, celle qui vend, je crois, une vingtaine de whisky à la seconde, une vingtaine de bouteilles à la seconde chaque jour dans le monde entier. Johnnie Walker, ici avec le Black Label. Et donc, pour vous donner une première idée, ce genre de whisky, donc le blended whisky, qui est un assemblage de whisky de grain comme celui-ci, même si ce n'est pas la même distillerie qui est utilisée. Et quand on dit de grain, c'est principalement du maïs. Voilà. Et d'orge, donc single malt, c'est un malt d'une seule distillerie avec un travail sur l'orge qui est malté avant d'être brassé et distillé. Et donc ça, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'une AOC, d'un cru ou grand premier, second, etc., grand cru de vin, donc d'un domaine. Tandis que ça, on a un whisky fait à partir de l'ambicacolone, le single grain. Donc le maïs est majoritaire, c'est de l'alcool qui n'est pas neutre mais pas loin, et donc c'est assez doux, assez simple au niveau profil aromatique, en tout cas quand c'est jeune. Tandis que les single malt sont un peu plus complexes et ils coûtent plus cher à fabriquer. Donc bien évidemment, et aussi pour des raisons d'usage de ces whiskies, les blended whisky sont à majorité de whisky comme ceci au grain et à minorité de malt, de single malt. Donc majorité, par exemple, en gros, 25% de single malt et 75%. Donc 25% de single malt, c'est-à-dire 25% d'orge maltais, pour que les choses soient claires. En général, ça peut monter jusqu'à 50% pour certains exemples, ou plus. Et 75% de whisky de grain, donc de maïs. Et donc vous avez un produit qui coûte moins cher et aussi qui est plus facile à fabriquer sur la durée, toute proportion gardée, et à remplacer ces ingrédients, puisque typiquement on va travailler entre 15 et 60 single malt en même temps, entre guillemets. On va utiliser jusqu'à 60 single malt en petite quantité pour pouvoir les remplacer au cas où il y a rupture de stock pour l'un d'entre eux, par un qui a un profil jugé similaire par le blender, l'assembleur. Typiquement, on va retrouver, sauf erreur, j'ai plus les chiffres en mémoire, mais il y a un sujet complet sur mon site
gregswhiskeyguide.com sur Johnny Walker, donc je vous invite à aller voir vraiment beaucoup de choses au niveau historique, une vingtaine de versions au moins dégustées. En gros, on va avoir plusieurs distilleries de grains et plusieurs dizaines de distilleries de malt qui sont assemblées. L'âge, là, il est indiqué, c'est 12 ans. Donc, encore une fois, pour l'Écosse, lorsqu'il y a un compte d'âge, c'est l'âge du whisky le plus jeune qui rentre dans l'assemblage. Voilà, les Écossais n'ont pas le droit d'indiquer, par exemple, sur l'étiquette, si jamais il y a des whisky plus âgés, ils n'ont pas le droit de l'indiquer puisque l'association qui gère les questions de droit, la SWA, considère qu'il y a tromperie pour le consommateur si par exemple il y a 1% de 20 ans d'âge dans ce 12 ans d'âge. Elle pourrait l'indiquer, la maison d'assemblage ou le distillateur pour les single malt, mais voilà, malheureusement il n'y a pas assez de transparence dans le whisky, même écossais, qui est un des plus régulés. Donc vous verrez 12 ans d'âge, ce qui signifiera tout simplement que le plus jeune a 12 ans et qu'il peut y avoir un peu de whisky plus âgé. Voilà. Suivant évidemment si on monte en gamme, j'avais pris l'exemple autrefois en disant que ça c'est du vin de table et ça c'est un grand cru classé, mais c'est une caricature grossissante pour vous faire mieux comprendre la différence de statut, d'usage, etc. Ça, c'est un produit destiné à pouvoir être bu dans n'importe quelle circonstance, sur glace, sans glace, avec de l'eau fraîche, avec de la nourriture, etc. Il va forcément être altéré, mais il sera moins altéré que ce genre de choses, en théorie en tout cas. En tout cas, c'est pas non plus le même coût de fabrication et le coût de vente qui s'y répercute. Donc première catégorie, blended whisky, donc avec Johnny Walker, une maison importante qui se décline en plusieurs références, le Red Label, le Black, le Gold, etc. Vous avez Ballantines, là c'est aussi un 12 ans d'âge, là il y a un peu moins de whisky qui sont mis en œuvre. Plus on monte en gamme, c'est pas forcément qu'on a moins de whisky, mais la sélection va être plus drastique, va être plus fine, parce que aussi il y a un peu moins de chiffres. Et pour vous donner un dernier exemple, enfin il y en a d'autres, mais genre, à propos de cette histoire de blend et de single, Chivas Regal, le 12 ans d'âge, qui est un blended whisky, appartient à la maison Pernod Ricard et à la subdivision Chivas Brothers. Et quand vous visitez la distillerie qui est un peu au cœur, il y en a plein, mais celle qui est un peu au cœur de ce whisky, parce que son goût est un peu plus marqué par rapport à d'autres, c'est ce qu'on a recherché dans l'assemblage. La ville distillerie Stratailla, effectivement, vous avez indiqué Chivas Brothers au-dessus du nom Stratailla. Pour bien indiquer, d'ailleurs quand on y va c'est pareil, qu'il s'agit d'une distillerie liée à la même compagnie et qui est importante dans la fabrication. Donc c'est aussi le moteur touristique quand on va visiter pour attirer plus de monde que le single malt qui reste un marché de niche. La plupart des whiskies vendus, écossais vendus en France, à 90%, ce sont des blended whisky. Et même si les single malt sont grandissants et plus populaires qu'avant, parce que le public commence à être plus connaisseur, plus documenté, la majorité c'est quand même ça. Et pourquoi il faut quand même soutenir ce genre de whisky, même s'il y a des inconvénients dont je vais parler, parce que autrement on risque, les trois quarts des distilleries de malt risquent de fermer parce qu'elles alimentent en majorité ces whisky là. Voilà. Quand vous cherchez des choses un peu plus sophistiquées, vous avez ce blended malt qui est en vente en France que depuis peu, mais qui est très connu depuis plus de une centaine d'années au Royaume-Uni, qui est vraiment une référence splendide. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle des whiskies qui ont été remis à marier après assemblage, donc le Dewar typique, remis à marier un certain nombre de mois pour que les saveurs soient plus harmonieuses. Toujours dans cette catégorie de blended whisky, là on a les assembleurs officiels. On a aussi des choses plus pointues avec Hankey Bunster,
Heritage qui est à 46%. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la plupart de ces blends sont à 40% d'alcool par volume. Et aussi, alors la plupart de ces blends sont filtrés à froid et colorés. C'est-à-dire que la loi écossaise, je regarde si je trouve... non. Normalement, vous allez retrouver... Oui, voilà, ici on la voit. Alors, ils ne sont pas obligés de le marquer en français. J'essaie de... Si elle veut bien mettre au point la caméra. C'est pas sûr, c'est pas facile. Bon, je suis désolé. Donc là, il y a marqué quoi? Mit Farbstoff, Zuckercolor, zur einheitlichen Farbgebung. Et également en hollandais, Farbenjustered Med E150. Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est tout à fait légal. C'est que ce whisky est coloré à l'essence de caramel E150A. C'est autorisé en Écosse. C'est autorisé aussi en France pour le cognac, faut le savoir, et l'armagnac. Mais en Écosse, le seul additif qu'on peut rajouter, c'est le caramel. Alors que pour la France, pour le cognac, il y a d'autres additifs autorisés. Qu'est-ce que le caramel fait en tout petit, en très très petite quantité? Pas grand chose au niveau goût, par contre elle donne de la couleur. Une couleur d'ailleurs un peu mate, un peu pas très belle je trouve en tant que peintre, qui donne un aspect un peu fade, passé au whisky. Et si on augmente la quantité de caramel, on s'aperçoit que là il y a une influence sur le goût, quoi qu'en disent les producteurs. J'ai fait le test en laboratoire en atelier de blender, donc voilà, on ne peut pas me raconter des bêtises. J'ai fait le test aussi bien avec John Glaser de Compass Box que avec Guilhem Gros-Perrin des cognacs Gros-Perrin. Qu'est-ce que je... Donc voilà, ça c'est les blended whisky. Et la filtration à froid, oui j'ai oublié, elle est valable pour toutes les catégories de whisky, hélas. Et elle est mondialement faite en majorité, sauf dans certaines circonstances dont je reparlerai. Et elle sert à, en descendant le whisky à proche de 0 ou jusqu'à -4, même plus, à éliminer le phénomène de trouble du whisky lorsqu'il est exposé à des températures brutalement inférieures, avec la sonde au verre ou pas d'ailleurs. Ça peut être un stockage ou une bouteille au froid, etc. Et donc, ils considèrent, les producteurs industriels considèrent hélas que l'acheteur moyen préfère son whisky ambré. Voilà, il est rassuré si c'est ambré. Il est moins rassuré si c'est comme ça. Là, il n'y a pas de colorant. Voilà, soyons clairs. Et il est rassuré si ça ne se trouble pas. Tant pis, c'est comme ça. Deuxième catégorie de whisky qui reprend un peu du poil de la bête ces dernières années parce qu'il y a énormément de belles choses qui sont faites, le blended malt. Qu'est-ce que le blended malt par rapport au blended whisky? Ce sont 2 à plusieurs single malt comme celui-ci ou celui-ci qui sont assemblés en général par une société de négoce. Parfois, comme c'est ici, c'est un exemple rare qui était poussé d'ailleurs par le négoce, ils ont été poussés à faire ça, qui est un Green Label de Johnny Walker. Donc alors là il y a marqué Pure Malt, mais c'est une dénomination qui est interdite maintenant. Il faut dire Blended Malt pour l'Écosse depuis 2010 et non pas Vatted Malt par exemple. Et donc là, pour cette référence-là, il y a moins de whisky engagés, il y en a une quinzaine. Et on nous annonce, ce qui n'est pas toujours le cas, lesquels sont au cœur de ce whisky. Et là, il y a Talisker, Caolila, Linkwood, Cragganmore, ce genre de whisky, qui appartient au même producteur, Diageo. Un autre, alors en version indépendante, on peut prendre plus de liberté, que ce soit avec l'étiquette ou avec les concepts. Et là, on va aussi souvent beaucoup plus vers le produit plus authentique, dans le sens où il n'y a pas de coloration, pas de filtration à froid, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que tout ça c'est pas bon, hein, mais voilà. Et là on a deux jolis exemples. Là c'est le même
embouteilleur, négociant, qui à la fois assembleur, Douglas Lang, et à la fois sélectionneur de single cask, de whisky provenant d'un seul fût ou de plusieurs, pour la société Douglas Lang. Donc là, on a, avec l'épicurian, on a quelque chose qui met en valeur les basses terres, Lowlands, les whiskies des basses terres, et là, on a quelque chose, Rock Oyster, qui est devenu maintenant Rock Island, ils ont changé le nom, qui met en valeur les whiskies des îles écossaises. Voilà, donc c'est légèrement fumé, légèrement marin, de très belles références. Il y a même une version ici en livret de Noël, Big Pete, voilà, avec tout l'humour dont la société Douglas Lang peut faire preuve. Big Pete Christmas, Frozen Edition. Et donc là, c'est un brut de fût, alors que les autres sont autour de 46-48% d'alcool. Là, on est beaucoup plus. Bien sûr, le plus connu, et pas seulement parce que c'est celui qui est parrain du site, c'est John Glaser. Voilà, qui lui, c'est une petite société de négoce, c'est un artisan créateur, et lui donc il va utiliser beaucoup moins de fûts pour produire voilà, une dizaine de milliers de bouteilles par an au maximum. Donc là on a quelque chose de non tourbé et d'assez boisé, épicé, et là quelque chose de légèrement tourbé, enfin, légèrement medium, on va dire, moyen. Et donc là on est sur des produits artisanaux que je dirais un petit peu pas de la haute couture, mais du prêt-à-porter abordable encore. Voilà. Que dire d'autre? Oui, que Compass Box aussi, je l'ai montré, des blended whisky. Bon, celui-ci qui est un peu cher à mon cœur, parce qu'il s'appelle Artist Blend, première série avec la palette qui a disparu depuis. Et donc là, on est à 43 degrés. Mais on est sur un produit artisanal, donc c'est un peu plus typé, il y a plus de notes qui sont reconnaissables par rapport au single malt que dans les autres. Excusez-moi. Troisième catégorie de whisky, sans laquelle les blended whisky n'existeraient pas, le single grain. Le single grain, c'est une catégorie en Écosse de whisky qui est seulement depuis peu, depuis deux décennies à peine, commence à reprendre ses lettres de noblesse auprès du grand public à peine. Parce que seulement quelques marques, et d'ailleurs je n'en ai pas ici, commencent à produire des single grains sous le nom de la distillerie officielle. Vous avez Girvan par exemple, qui a sorti 3 références il y a seulement 3-4 ans, on va dire, sous ce nom-là, alors que ça, hormis chez quelques négociants, vous ne pouvez pas en trouver. La plupart va dans les blends directement. Pareil, vous avez d'autres single grain qui ne sont connus jusqu'ici que parce qu'ils ont été embouteillés par des indépendants. Comme single grain qu'on peut trouver pas en France mais facilement en Angleterre, pas cher, parce que c'est un 7 ans d'âge grosso modo, Cameron Brig, qui est fait par la distillerie Cameron Bridge. Je vous montrerai sur une carte tout à l'heure où ça se place. Et alors donc là on est sur des choses maïs, légèrement côté un peu beurré, un peu très vanillé, voilà, un peu facile, légèrement pâtissier. Et par contre, quand l'intérêt des single grain en tant que tel, c'est pas pour le consommateur pour l'acheter séparément, je veux dire, et non pas dans son assemblage de blend, c'est d'avoir un goût un peu plus prononcé, un peu plus complexe, et ça s'acquiert qu'avec le temps. Et je ne vous cache pas que pour moi, ça ne démarre en gros qu'après 20 ou 30 ans d'âge. En 20-25 ans, on commence à avoir des single grain intéressants. Les prix montent un peu, mais vous pouvez avoir des 40 ans d'âge. Alors c'est un peu plus cher maintenant, mais il y a une dizaine d'années, vous pouvez avoir des 40 ans d'âge pour 100-200 euros. Là où si vous voulez un 40 ans d'âge en single malt, il faut compter beaucoup plus. 3 gros chiffres ou 4 chiffres, ou plus.
voilà un bel exemple, par exemple, Claxton 32 ans, une distillerie des Lowlands, donc des basses terres, comme toutes les distilleries de single grain, et 32 ans d'âge. 32 ans d'âge à 57,1. Et là, il n'y a que 96 bouteilles. C'est deux petits fûts. Et donc là, on a quelque chose de plus approfondi, plus pâtissier. Je vais juste le sentir. Pas une super bonne idée par ce temps-là. Ça va faire rentrer de l'air, mais... Ouh, oui. Très bonne note pralinée, caramel dur, praliné, vanille, noix de pécan. Voilà, on se rapproche d'un bourbon, par exemple, américain. Quatrième catégorie, si je ne m'abuse, j'essaye de suivre 1, 2, 3, 4. Donc, non, cinquième. Je n'en ai pas ici, mais Compass Box, la société qui fait ça, en a produit un et elle a même inventé cette catégorie en l'an 2000. C'est le Blended Grain, donc hypothétiquement, ce serait, par exemple, ces deux distilleries différentes de grains, les mettre ensemble et voir ce que ça donne. Donc, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui rentrent en ligne de compte pour le hédonisme de John Glaser. Dernière catégorie, toute récente et pas très officielle, mais autorisée, c'est le retour après 100 ans d'absence en Écosse du whisky de seigle. Et donc un genre de single grain, mais il rentre dans la catégorie des single grain, mais c'est un rye, Highland Rye. Donc en théorie, il rentrerait plutôt dans le single grain, mais et d'ailleurs légalement il est nommé single grain, mais on pourrait dire que c'est une sous-catégorie. Voilà. Maintenant, je vais rapidement, parce que l'heure tourne, aller sur le deuxième sujet que j'approfondirai, je vous le promets, dans le numéro suivant, parce que c'est vraiment trop long. Mais là, je vais être très général et très rapide. Voici une carte d'Écosse que vous pouvez d'ailleurs télécharger, c'est scotchwhisky.net, un excellent site. C'est ancien, la carte n'est pas tout à fait à jour, j'espère que celle qui est en ligne est plus à jour, parce que là on en est à peu près 133 distilleries. Et voilà, je reviendrai sur ces distilleries. Donc les blended whisky, les single grain, les blended grain, et une bonne partie hélas des single malt, parce que les lieux sont souvent trop petits, donc on renvoie pour les assemblages, et pas forcément aussi pour les sortir en tant que single malt, vers Glasgow pour embouteiller tout ça, mais les single grains sont là, les assemblages, les blended whisky sont faits ici principalement dans cette région. Là on a Édimbourg et là on a Glasgow, un peu plus bas, voilà en rouge. Donc les distilleries des Lowlands ici, on va avoir plutôt quelque chose qui est floral, qui est léger, légèrement herbacé, un peu épicé, le citron est à l'honneur. Voilà. En remontant ici, vous avez les Highlands dans lesquels on inclut, est incluse la région du Speyside qui est détaillée ici. Mais en termes de dénomination officielle du whisky, c'est ça que je voulais dire surtout, il n'y a que 5 régions pour l'instant, puisqu'il faut 3 distilleries par région pour être dénommée région. Donc vous avez Lowlands, vous avez Highlands, on a séparé la notion de Speyside, ça fait 3. 4 ici Campbelltown, parce qu'il y a 3 distilleries, il y a un profil un peu différent. Et là, on a Islay, avec 8 distilleries, bientôt 10. Et là, de là proviennent la plupart des whisky tourbés. Dans cette catégorie des Highlands, on inclut également, faute, comme c'est le cas sur Islay par contre, d'avoir plus que donc d'avoir 3 distilleries au minimum. Ces îles-là, les Orcades, les Shetland, l'île de Skye, alors ici l'île de Mull, donc là c'est Jura et Arran. Toutes ces îles-là sont classées dans les îles Highlands, dans la catégorie Highland Whisky. Comme on va le voir la prochaine fois, les styles peuvent être très différents d'une région à l'autre. Donc les Highlands, ça va être des whiskies un peu plus robustes, un peu plus herbacés,
peu floraux, un peu fruités, mais avec davantage de structure, on va dire, plus de caractère. Tout ça sont des généralités, hein. Suivant les embouteillages, ça peut varier du tout au tout, surtout en négoce où c'est fût par fût, encore une fois. Mais je vais détailler tout ça la prochaine fois. Ici, évidemment, à Islay, on va avoir des whiskies plutôt médicinaux, tourbés, fumés, avec de l'iode, des embruns, des algues, des choses comme ça. Tout ceci, pas forcément aussi prononcé. Jura, on va voir quelque chose d'un peu beurré, caramel, un peu herbacé. L'île de Meule, on va avoir une tourbe plus sèche. On va avoir en version non tourbée, Tobermory, tourbé, le Daigle. J'en reparlerai. L'île de Skye, là, il y a beaucoup de tempérament. On va avoir à la fois des éléments marins, tourbés, assez épicés, structurants également. Les orcades, on va avoir quelque chose de plus synthétique, plus complexe, avec Highland Park, et plus caramel beurre salé avec Scapa, j'y reviendrai. Et le Speyside, c'est là où vont se concentrer les whiskies typiquement fruités, doux, un peu floraux, assez fruités, bien maltés également. Voilà, typiquement, c'est un peu ça, les familles d'arômes de whisky en Écosse. Voilà. Et je vais conclure sur la notion de terroir. Voilà. La notion de terroir, pour moi, appliquée au whisky, elle n'est pas forcément pertinente. La notion de terroir en vin, pour les vins français en tout cas, ça implique une notion de sol très importante, où poussent les vignes. Quel type de sol, argile, calcaire, etc. Ça va influer sur les vignes. Quel type d'exposition au soleil également. Quel type de traitement chimique, les sulfates, la notion de whisky bio, etc., les engrais. Et puis ensuite les méthodes de vinification et le type de fût. Pour les vins qui sont en fût, ce qui n'est pas le cas de tous, c'est encore une autre histoire. Pour le whisky, l'affaire est complexe. Il n'y a rien qui peut justifier légalement pour l'instant, au terme des règles internationales, qu'un whisky soit nommé whisky de terroir. Ça n'existe pas, c'est du marketing. En revanche, on peut s'en rapprocher avec des whiskies qui vont avoir un maximum de choses qui sont faites sur leur propre sol, sur leur propre domaine. Mais ça voudrait dire que non seulement l'eau, parce que souvent l'eau est locale, pas toujours mais souvent, l'eau peut influer sur le style du whisky, si le calcaire, pas calcaire. Ensuite, il faudrait aussi, si on veut parler d'un whisky 100% terroir, voilà, je vais vous donner l'hypothèse et je vais vous dire ce qu'il y a. L'hypothèse pour moi d'un whisky 100% terroir, c'est un whisky qui aurait sa levure, puisque je rappelle, donc le whisky c'est de l'eau, il faut de l'eau, de la levure, de l'orge, on va dire, pour les single malt, ça peut être une autre céréale. Et ensuite le passage en fût et l'œuvre du temps, pour avoir un whisky. Or, sur ces 4 étapes résumées, c'est pas toujours le cas. La levure, elle sera principalement pour l'Écosse industrielle et pas du tout locale. C'est extrêmement rare, j'en reparlerai, mais il n'y a que très très peu de whisky qui sont faits avec de la levure locale. L'orge locale, on a des versions marginales faites avec de l'orge locale par Springbank, par Bruichladdich, notamment, et parfois par d'autres. Ensuite, il faudrait que la levure soit... la levure, j'en ai déjà parlé, oui. Il faudrait que les fûts soient locaux, ce qui est quasiment impossible pour l'Écosse. Scottish Oak existe, mais hormis, je crois, Glengoyne qui a expérimenté ça de manière très marginale, c'est rarement le cas. Les fûts sont soit de chêne américain, soit de chêne européen, en général espagnol. Donc vous allez rarement trouver du 100% local. L'eau utilisée pour réduire le whisky, c'est pareil, ne sera pas forcément local. Donc qu'est-ce qui s'en rapproche? C'est les whiskies bio, c'est les whiskies qui sont faits de manière artisanale, familiale, locale, on va dire craft pour les Anglais. Donc
On peut s'en rapprocher, par exemple, avec ça, où l'orge est cultivée localement, tout est la mise en bouteille, voilà, j'ai oublié, la mise en bouteille est faite sur le domaine, les étiquetages, tout ce qui est fait sur le domaine, euh, hormis les fûts, puisque c'est un peu l'usage quand même d'utiliser des fûts étrangers, euh, la plupart des distilleries écossaises ont quand même ce côté où ils vont essayer d'avoir quelque chose de local. Mais l'orge, la plupart du temps, l'orge, encore aujourd'hui, est pas forcément majoritairement écossaise. Elle provient des États-Unis ou des pays de l'Est. Euh, voilà, il faut le savoir. Quelque chose qui se rapproche plus, bien évidemment, d'un produit authentiquement local, de terroir. Est-ce qu'on peut vraiment dire terroir? Pas sûr. C'est Springbank, bien sûr. Distillerie familiale, où beaucoup de choses sont locales, pas forcément toute l'orge. La tourbe est locale. Voilà, oui, il y a aussi la tourbe. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on ne peut pas forcément dire que euh, on a du whisky de terroir. On peut s'en rapprocher, les Américains aussi, d'une certaine manière, avec Westland par exemple, qui travaille sur à la fois la levure locale, l'orge locale et la tourbe locale, et les fûts, pas locaux mais du même pays. Là, on se rapproche vraiment de quelque chose qui est proche du terroir, je pense. Donc voilà, je pense avoir survolé un peu le sujet. Posez-moi des questions si vous voulez sur le sujet. J'essaierai d'y répondre. Et alors, dans la partie suivante, je vais approfondir les styles par région. Alors, il y a plus d'une centaine de distilleries. Moi, je n'ai que 84, je crois, distilleries différentes écossaises à bord. Je ne vais pas vous montrer les 84, ça prendrait beaucoup de temps, mais je m'engage à, je ne sais pas, une vingtaine, trentaine, peut-être plus, quarantaine. Je vais donner quelque chose de plus détaillé pour voilà, les profils des différentes régions, en prenant des exemples. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.